Madame, Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous. Alors que Reporters sans frontières classe le Gabon à la 41e place sur 180 pays au compte de l'année 2025, le débat d'exégèse autour de la dépénalisation du délit de presse cristallise l'attention. Certains faits en date semblent faire transpirer au sein de l'opinion un avis plutôt favorable aux journalistes. Le 3 septembre 2025, le directeur de publication du journal en ligne Gabon Media Time, Harold Leka, pour ne pas le citer, était convoqué par les services de la Direction générale de recherche de la Gendarmerie nationale au grand étonnement des uns et des autres. Des questions se posent dès lors et justifient d'ailleurs l'opportunité de cette émission spéciale convoquée par la haute autorité de la communication. Que vaut l'ordonnance 12/PR/2018 du 23 février 2018 complétant la loi 019/2016 portant code de la communication en République gabonaise? La formation des journalistes est-elle remise en question? Et puis, faut-il recréer finalement l'environnement juridique de la presse? C'est principalement autour de ces interrogations que je conduirai les échanges sur ce plateau, mais pas tout seul, avec mon confrère Jean-Cyril Andomengue de Gamo 24. Bonsoir Jean-Cyril. Bonsoir Aimé Mani. Merci d'être avec moi. Nous aurons un bon panel à présenter. D'ailleurs, je commence à ma droite. Le président Apollinaire Andom V, magistrat, ancien président de première instance de Libreville, faut-il quand même le dire. À côté de vous, c'est maître Bertrand Omamoussavou, avocat au barreau de Libreville. C'est bien cela. Vous me corrigerez si je me trompe, désolé d'ailleurs au passage. Tout à ma gauche, c'est le professeur Anaclé Ndongwa, habitué d'ailleurs des plateaux, journaliste, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication. Et puis, c'est vous, Jean-Yves Toutoum, journaliste aussi, président de l'OPAM, l'organisation patronale des médias. Messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci surtout d'avoir accepté de participer à ce débat qui est plutôt pédagogique parce que nous sommes là pour éclairer la lanterne des uns et des autres sur ce plateau à travers cette émission que nous avons intitulée « Dépénalisation du délit de presse au Gabon, un débat d'exégèse ». Le décor ainsi planté avant d'aller en détail sur les... Voilà, ouvrons donc cet échange, je le disais, avec une approche plutôt définitionnelle, oui, pour définir les concepts dépénalisation du délit de presse. Et je commence par vous, président Apollinaire Andom V, vous êtes magistrat, du général au particulier, dépénalisation du délit de presse. Que doit-on entendre par ça? Bien, merci, bonjour, messieurs les journalistes. Je vais commencer par vous remercier pour l'invitation à prendre part à cet important débat qui porte sur une thématique cruciale, à savoir la dépénalisation des délits de presse en rapport avec la liberté de la presse, donc la liberté d'expression, Tout à fait. qui sont des piliers de l'état de droit. La dépénalisation, pour faire simple, c'est un processus qui consiste pour le législateur d'un État de soustraire certains faits délictueux du champ d'application des peines privatives de liberté. Parce qu'en droit pénal, la sanction est la privation de la liberté et l'amende. Dans le processus de dépénalisation, on enlève la peine privative de liberté pour réprimer certaines infractions. C'est ce qu'il faut entendre par dépénalisation, mais pas toutes les infractions. Je dis bien certaines infractions. C'est sûr qu'on va approfondir toutes les précisions que vous souhaitez bien apporter. En tout cas, merci à vous, président, pour cette définition qui est plutôt brève, je crois, mais avec le temps, dans le débat, on va pouvoir bien l'étoffer. Alors, avant d'aller en détail sur les aspects juridiques de la dépénalisation du délit de presse au Gabon, peut-être d'abord présenter le contexte historique, Jean-Cyril. Effectivement, Aimé Manix Monjo, repartons aux origines de la dépénalisation des délits de presse avec sur ce plateau le professeur Anaclé Ndongwa, vous qui êtes un ancien journaliste aujourd'hui, chercheur au CNRS. À quelles circonstances est-ce qu'on peut attribuer la naissance de la notion même de délit, de dépénalisation du délit de presse dans l'univers médiatique? Je ne poserai pas la question de cette manière-là. Aidez-nous à la reformuler. Je poserai que malgré l'ordonnance qui a été adoptée
et à laquelle vous avez fait allusion, relative à la dépénalisation. Est-ce que les journalistes gabonais doivent encore aller en prison? Et depuis quand il y a les délits de presse, depuis que la presse existe? Donc, je vais ajouter à ce qu'a dit le magistrat Ondomvé Apollinaire que malgré cette ordonnance, elle ne veut pas dire que le journaliste a le droit de tout dire, de tout diffuser, de tout montrer, au mépris des libertés publiques, au mépris des libertés personnelles, au mépris de la déontologie et de l'éthique. Il faut commencer par là. Parce que cette question-là soulève un problème éthique et un problème politique. L'éthique parce que on fait appel aux principes, hein, aux règles, aux normes sur lesquelles repose le journalisme. Éthique parce qu'on fait aussi appel à la charte d'éthique et de déontologie que de nombreux journalistes gabonais ne connaissent pas. Absolument. Ils doivent seulement s'approprier. Donc, depuis que le Gabon est un État, ensuite c'est aussi une question politique parce que les médias, vous le savez comme moi, sont les instruments de l'espace public. Les médias sont les canaux formels qui institutionnalisent la communication politique entre les gouvernants et les gouvernés. Le Gabon est indépendant depuis 1960. Et depuis 1960, on parle de la presse au Gabon. Et la presse gabonaise, on n'a rien inventé. Le Gabon étant une ancienne colonie française, on s'est inspiré de la loi française de 1881. Elle a évolué au fil du temps. Et pendant longtemps, dans les pays d'Afrique francophone, les journalistes ont fait l'objet de poursuites judiciaires, et entré au délit, comme l'a dit M. Apollinaire Ondomvé. Le problème, c'est que, est-ce que les infractions, est-ce que les délits en matière de presse, est-ce qu'ils doivent être condamnés? Est-ce qu'ils doivent être sanctionnés comme les délits de droit commun? C'est ça le problème qui existe et qui a existé pendant longtemps dans les pays d'Afrique noire francophone. Et au Gabon, qui n'existe pas dans les pays anglophones. Qui ont entraîné... Bon, ça c'est le pouvoir politique. La loi et la volonté des pouvoirs publics. Il faut se réjouir de l'ordonnance qui a été prise récemment. Mais, comme je le disais tout à l'heure, cette ordonnance ne veut pas dire que la liberté de la presse, c'est tout dire, tout montrer. La liberté de la presse est une modalité de la liberté d'expression et d'opinion. Liberté publique, liberté fondamentale, liberté politique. Cette liberté doit se concilier avec les autres libertés personnelles. Au Gabon, non, c'est que je ne sais pas s'il y a eu un événement particulier. Oui. Je sais que un peu partout en Afrique noire francophone, les journalistes se battent depuis 1960 pour dépénaliser les délits de presse. En d'autres termes, pour que les délits ou les infractions dans ce domaine ne soient pas sanctionnés comme ceux de droit commun. Chez nous, c'est même tardif. Ça s'est passé déjà au Sénégal, au Burkina Faso, dans de nombreux dons. Il vaut mieux tard que jamais. Il faut se réjouir de ça. Maintenant, est-ce qu'après cette ordonnance, qu'est-ce qu'on doit faire? On va y revenir, professeur. Voilà. On a beaucoup de temps quand même, je pense, pour pouvoir se poser des questions et y répondre aussi. Oui, je voulais dire que toute liberté, les magistrats le savent, les législateurs comportent des limites. On est en phase, professeur. Mais vous pouvez nous laisser peut-être dérouler notre conducteur. Parce qu'on va y aller, ne vous inquiétez pas. Ça nous permet d'aborder justement le contexte politico-historique. Vous y avez un peu touché déjà, mais c'est pas mauvais. Par transposition, au Gabon, c'est l'histoire du militantisme pro-dépénalisation qui permet de mieux appréhender le contexte. Je vous propose qu'on écoute quelqu'un que vous connaissez très bien d'ailleurs, Prosper Tonamambenda, journaliste, ancien directeur général de la communication et qui a été contributeur pour les réflexions autour des politiques publiques dans la décision de mettre en place un code de la communication en République gabonaise. Écoutons-le et on reviendra. Le contexte a changé. Nous sortions du contexte du parti unique et nous entrions maintenant dans un nouveau contexte, celui de la démocratie, celui du multipartisme. À partir de là, il y a ce qu'on appelle un changement de paradigme. Il y a une nouvelle configuration qui s'instaure. Et s'il y a une nouvelle configuration qui s'instaure, il y a des habitudes qui vont changer. Et le changement de ces habitudes nous amène justement à considérer la profession ou les professions qui sont dans ce secteur-là à devenir tout simplement, à se démocratiser. Et donc, à partir de là, il faut mettre en place les instruments qui vont garantir la liberté d'expression,
qui vont garantir l'exercice de la profession, qui vont donner des garanties aux professionnels de l'information, qui vont baigner dans cet environnement, qui vont accompagner les politiques, qui vont accompagner les acteurs économiques, qui vont accompagner les acteurs sociaux, bref, qui vont accompagner l'ensemble des acteurs de la société. Et là aussi, le gouvernement va se mettre à redéfinir ses politiques publiques en matière de communication. Et ces politiques publiques vont porter sur l'amélioration des conditions de vie, vont porter sur l'amélioration de l'exercice de la profession, mais également sur la mise en place des infrastructures qui vont permettre une meilleure diffusion de l'information, un meilleur traitement du produit. Voilà comment est-ce que l'environnement a évolué jusqu'à présent. Oui, merci, Prosper Tonamambeda. Peut-être vous faire réagir, Jean-Yves Toutoum, président de l'OPAM, à l'écoute donc des propos de Prosper Tonamambeda que vous connaissez très bien. Oui, est-ce que cette configuration, cette évolution est celle que vous vivez, vous, aujourd'hui, en tant que président de l'OPAM, avec tous vos confrères? Merci déjà. Je remercie la HAC pour avoir initié ce débat qui, je l'espère, va éclairer la lanterne des uns et des autres. Je voudrais ajouter à ce que venait de dire Prosper Tonamambeda que dans un pays qui a choisi la démocratie comme mode de gouvernance, il est normal qu'on prenne des décisions liées à la liberté d'expression, c'est-à-dire la liberté de la presse. Oui. Et donc je pense que c'est dans ce contexte-là que les gouvernants se sont mis à essayer de libérer cet espace-là, parce que, comme vous le savez, la liberté de la presse est l'un des critères attrayants pour les investisseurs aussi. Tout à fait. C'est important. Oui, Reporters sans frontières classe d'ailleurs, on l'a dit au début, le Gabon 41e. Oui. C'est mieux que l'année 2024 où on a été 53e. On était même 94e en 2023. Avant la libération. Avant la 5e République, pour ainsi dire. Ouais, voilà. Et effectivement, merci à vous, Jean-Yves Toutoum. Alors, Prosper Mabenda nous a ramené un tout petit peu dans l'histoire, justement, du militantisme pro-dépénalisation de la presse. Je vais me tourner du côté de Maître Bertrand Oma Moussavou. Vous êtes avocat au barreau du Gabon. On veut également rester dans l'histoire pour jeter un coup d'œil sur ce que le corps judiciaire a mobilisé pour que, finalement, on parvienne à un cadre juridique qui a évolué jusqu'à l'ordonnance que vient de citer le professeur Anaclet Ndongwa. Je pense que l'histoire ici n'est pas innocente. L'histoire n'est pas innocente et je pense aussi que le droit de la presse se greffe à l'actualité politique et sociale d'un pays. Vous constatez vous-même qu'à partir de 1990, avec le bouillonnement des idées politiques, eh bien, arrive, si vous voulez, l'intérêt et la nécessité pour le Gabon de changer de paradigme. Et donc de changer une politique, la politique publique du droit de la presse, pour faire en sorte que la liberté, parce que n'oublions pas que c'est d'abord une liberté, la liberté de la presse. Oui. Commençons par là, par rappeler les principes. C'est une liberté de la presse, sauf que toutes les libertés ne sont pas absolues. Il n'y a aucune liberté absolue qui existe. Toutes les libertés sont relatives. Et c'est pourquoi, justement, pour tenir compte de l'actualité, pour tenir compte de ce rang que nous occupions à l'époque. 41e aujourd'hui, voilà, 56e en 2024. Ce rang que nous occupions à l'époque et qui n'était pas heureux ni honorable pour le pays, eh bien, chemin faisant, il s'est trouvé nécessaire de mettre en place un dispositif, n'est-ce pas, qui allège et qui crée un terrain favorable à la liberté de cette presse. Mais seulement, il n'y a pas de liberté absolue. Il n'y a donc pas de licence. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de liberté de tout faire, car la liberté elle-même se définit comme faire quelque chose qui ne nuit pas à autrui. Président Apollinaire Ndomvé, est-ce que, au regard, sinon à l'écoute de ce que nous a proposé comme interprétation Prosper Tonamambeda, est-ce que le juriste observait les journalistes eux-mêmes évoluer en se disant il faut qu'on arrive à trouver notre liberté en tant que telle à travers l'élaboration d'un code? Est-ce qu'il était simplement observateur ou plutôt contributeur en ce temps-là? Surtout, Manix, avec ta permission, préciser que l'avocat vient de donner une précision. Ça veut dire que 90, on sortait justement de la mouvance de la pensée unique. Et là,
la justice qui se battait également pour son indépendance. Est-ce que cette justice se battait justement aux côtés Voilà. des médias ou c'était chacun Cavalier luttait, seul, voilà. chacun de son côté. Est-ce que- Bien, c'est une question très importante. Effectivement, le Prosper Tondama Benda a rendu compte fidèlement des origines de l'évolution. Tout part de la conférence nationale de 1990. Et à cette période-là, j'étais vice-président du tribunal de Libreville, chargé de la chambre correctionnelle. Je crois que l'histoire retiendra que les premiers procès de diffamation contre les journalistes, j'en étais le président du tribunal de Libreville. Et à l'époque, il y avait une manifestation au sein de l'opinion qui était très visible. Chaque fois que l'on condamnait un journaliste avec sursis, les plaignants se plaignaient que la justice était trop tendre avec les journalistes, quand bien même les conséquences des diffamations dont ils étaient auteurs étaient graves. Et nous avons maintenu le cap pendant un temps pour ne pas envoyer de journalistes en prison. Et à un moment, la répétition des condamnations avec sursis semblait laisser l'impression qu'un journaliste ne peut jamais aller en prison. Ça Et veut dire que vous avez interprété voilà. autrement Non, le on concept de protégeait liberté le d'expression. juge à le Au devoir sortir, effectivement, de 90. Voilà. Ouais. Au sortir de 90, l'indépendance, le juge avait besoin d'asseoir son indépendance. Mais l'indépendance de la magistrature ou de la justice doit avoir pour facteur ou complice Oui. l'indépendance du journaliste. Dans un état de droit, l'indépendance de la magistrature est protégée par l'indépendance des médias. Ouais. Et inversement. Donc, nous, on partait du postulat qu'il fallait protéger le journaliste pour qu'il n'aille pas en prison. Mais à un moment, on a commencé à s'inquiéter parce que il y a des plaignants qui disaient que, en tout cas, s'ils sont victimes d'une diffamation, ils n'iront plus au tribunal. Ils vont régler eux-mêmes leurs comptes. Nous avons connu des procès où les plaignants étaient des hautes autorités et qui avaient, nous le savons, les moyens de localiser les journalistes et régler eux-mêmes les comptes. Quand ces victimes prennent le risque de venir devant les juridictions, il faut louer leur démarche et ne pas banaliser le procès en diffamation parce que c'est une procédure qui protège la liberté d'expression. Alors, à un moment, nous avons commencé à donner des peines d'emprisonnement fermes. Et là, l'opinion aussi a réagi. Ouais. Donc, face à tous ces événements, je crois que... En faveur des journalistes. En faveur des journalistes. Le Gabon est en train de reculer en termes de liberté de presse. Et nous entrons dans le groupe des pays où les journalistes sont emprisonnés. Bon, est-ce que à l'époque, en l'état de la règle de droit, le juge gabonais pouvait ne pas mettre le journaliste en prison? Vous savez que si on vous donne un sursis aujourd'hui et on vous ramène dans un mois, on ne peut plus vous donner le sursis. Oui. Forcément. Donc, moi, je pense que le législateur gabonais a compris la nécessité de faire évoluer la loi. Oui. Parce Très que bien. si la peine d'emprisonnement est prévue par un texte, le juge ne peut ne pas la prononcer. Professeur Anaclet Ndongwa, est-ce que, au sorti de 90, les journalistes se sont perdus, permettez l'expression, à vouloir tout dire et parfois offensant les cibles, des personnalités, vous l'avez entendu là par le président Apollinaire Andomvé, bien qu'ils aient reçu déjà la formation de journalistes auparavant. Qu'est-ce qui s'est passé en 90? Non, Pourquoi? pas tous. Comme dit Punjari au Cameroun, il faut se réjouir de la restauration des libertés fondamentales en 90. Mais en ce qui concerne la presse, tout s'est passé comme si la liberté de la presse signifiait tout dire, tout diffuser, tout montrer.
C'est là où vient le problème. Je vous dis tout à l'heure que les journalistes se battent pour cette question depuis 1960. Est-ce que ce n'est pas parce que, pardon, ils se sentaient déchaînés? On Non, est ils là, se juste sentaient après parce 90. Est-ce qu'il fallait Non. montrer une certaine liberté, mais vraiment effective? Non, Voilà. parce que, comme disait tout à l'heure Maître, il n'y a pas de liberté sans limite. Le problème de fond sur cette question-là, c'est que, comme je l'ai dit, est-ce que les infractions en matière de presse doivent-ils être sanctionnées comme ceux de droit commun? Tout le débat est là. Oui. Et ce débat existe depuis 1960 dans tous les pays d'Afrique noire francophones. Au Sénégal, sauf que au Sénégal, ça a beaucoup plus évolué que chez nous. Dieu merci. Il vaut mieux tard que jamais. L'ordonnance est là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Oui, mais Et- quand vous dites, est-ce que le et- journaliste doit être sanctionné de Oui, la même manière parce que que les autres? qu'est-ce qui se passe lors du procès? Lors du procès, qu'est-ce qui se passe? Oui. Le magistrat, par la procédure inquisitoriale, en cas de diffamation, il demande au journaliste de lui révéler l'identité des personnes qui lui ont donné des informations, de lui communiquer la manière dont il les a obtenues. Or, ce qui relève de la culture des magistrats, chez nous, c'est un principe. Hein, on ne doit jamais dévoiler les sources. C'est là où le problème Tout se à fait. pose. Donc, Oui. il y a une compatibilité entre cette procédure inquisitoriale qui fait obligation aux journalistes de révéler les sources d'information. Nous sommes là les pour ça, personnes professeur. qui C'est le lui ont d'ailleurs- révélé, les conditions d'exploitation. Oui. Or, si le journaliste refuse de le faire, pour le magistrat, il est coupable des faits qui lui sont reprochés. L'ordonnance a été adoptée. Est-ce que les journalistes doivent alors être condamnés? Je crois que c'est ça la question. Entre Mais autres, hein, il y a depuis, plusieurs oui, questions, mais mais celle-ci depuis aussi est 1960, les journalistes se fondamentale, battent pour professeur. cette question-là, Oui, oui. pour la dépénalisation. Parce que dans tous les pays d'Afrique noire francophone, pas seulement le Gabon, à l'heure du Parti unique, sous Léon Mba, sous Bongo, père et fils, et jusqu'à aujourd'hui, les journalistes ont toujours fait l'objet de poursuites judiciaires. La lutte s'est renforcée après 1982. Dieu merci. Il y a eu quelque chose aujourd'hui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait maintenant? C'est ça la question. Parce que il y a On est incompatibilité là pour entre ça, la culture. professeur. Voilà. Je pense Oui. que vous risquez d'aborder les perspectives avant même qu'on en arrive. Oui. Alors, moi, je vous propose d'aborder le deuxième grand axe, sinon la deuxième partie de cette émission, toujours Jean-Cyril. Hein. On va parler des enjeux de la dépénalisation et de la liberté de la presse, hein, puisque vous tentez, vous semblez vouloir aller là, vers ça. Donc, à la suite de l'intervention des uns et des autres sur le plateau, on va donc s'intéresser aux enjeux, je le disais, de la dépénalisation du délit de presse. Jean-Yves Toutoum, vous êtes le président de l'OPAM, l'organisation patronale des médias. Quels sont les avantages de la dépénalisation du délit de presse? Et qu'il y a avantages, quels sont les dangers aussi? En principe, je dis en principe parce que la dépénalisation telle qu'elle est proclamée aujourd'hui, c'est dans les faits, quand on voit les journalistes être convoqués dans les bureaux des officiers de police judiciaire, on s'interroge. Vous interrogez sur quoi? Est-ce qu'il y a des avantages vraiment à dépénaliser le délit de presse lorsqu'on Oui, convoque un je dis confrère? en principe, il y a des avantages. Oui. Ça permet aux journalistes de travailler de manière libre, sans plus penser à la prison. Parce qu'il y a beaucoup de journalistes qui, moi par exemple, j'ai fait la prison en 2010, je crois. Donc, ça nous permet de travailler, ça renforce la liberté de la presse et ça encourage le journaliste à bien faire son travail. Maintenant, il faut qu'il le fasse de manière professionnelle. Tout à fait, mais à quoi est-ce qu'il s'expose aussi? Il y a des risques dans la dépénalisation. Oui, il y a des risques. Puisqu'on le sait, vous avez fait la prison, c'est pas beau de le dire. Oui, il y a des risques, Mais- il y a des Pourtant- dommages et intérêts. Oui. Il faut que quand tu es condamné, quand le journaliste est condamné au tribunal, il est appelé à... Si tel est qu'il n'a pas fait le travail correctement, qu'il y a eu un délit, il doit verser les dommages et intérêts à la victime. Ça peut être de 10 millions, ça peut être de 15 Ça, ce sont millions. les prescriptions du code Parce de la que ce communication, de l'ordonnance, n'est même pas déterminé dans le code. malheureusement. Vous faites bien de le dire. Oui. Vous souvenez qu'un journaliste qui a eu un problème avec le vice-président Maga Moussaou, on lui a demandé beaucoup de millions. Steve Romeo Makanga, oui. pour ne pas le citer. On lui a demandé beaucoup de millions à verser aux plaignants. Oui. Où est-ce qu'il va trouver tout cet argent?
Maître Bertrand Omar Moussavou, le confrère dont parle Jean-Yves Toutoum, le président de l'OPAM, qui a été condamné à verser une somme faramineuse d'argent. Comment est-ce qu'on défend un tel journaliste face à une telle condamnation qui pèse sur lui? Je pense que la dépénalisation présente à mes yeux une figure bifront, c'est-à-dire une figure à deux visages, sorte de Janus, parce que la dépénalisation nous permet d'affirmer le principe de la liberté de presse, affirmer ce principe, mais le danger, c'est de pouvoir être sanctionné par sa propre déontologie. En réalité, ce n'est pas le code même qui vous sanctionne, c'est votre déontologie qui vous sanctionne, de façon, on va dire, par ricochet. C'est votre propre déontologie. Si vous ne la respectez pas, vous-même, vous aurez un cas de conscience, et d'ailleurs la clause de conscience existe chez les journalistes, vous avez vous-même votre cas de conscience qui vous permettrait effectivement de rectifier le tir et de comprendre que l'information, elle se traite, elle se vérifie avant d'être publiée. Oui, mais le fait est acquis, il est condamné. Oui, vous il êtes est son condamné. avocat. Bon. Qu'est-ce que vous faites pour sa défense? Écoutez, comment il peut s'en sortir? Ce n'est pas ici que je vais vous démontrer ma stratégie. Oh non, pas du de tout. défense. On vous connaît très bien, Maître Omar Moussavou. Il y a toujours une stratégie de défense, d'accord? Cette stratégie de défense se conçoit dans un cabinet d'avocats. Vous ferez recours à quoi? Au code de la communication, au statut professionnel du journaliste? À quoi, par exemple? Tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Il est évident que lorsqu'on défend un journaliste, il faut s'accrocher à la Constitution, par exemple. Et c'est l'article 14 de la Constitution qui, effectivement, affirme la liberté d'opinion, la liberté d'expression. Mais en même temps, il faut faire comprendre aux journalistes qu'il ne peut pas aller plus loin. Hein, d'accord? Le journalisme, c'est un journaliste de responsabilité. Maître Bertrand, est-ce qu'il existerait une disposition qui prévoirait qu'un tribunal puisse transférer une plainte adressée contre un média à la haute autorité de la communication au nom du principe de la coexistence des régimes? De manière systématique. Hein. Je pense qu'il faut fondamentalement revoir les textes. Il faut sortir de cette ambiguïté qui est très gênante pour clarifier les textes, de façon que désormais, le plaignant ne se plaigne qu'auprès de la HAC, qui est l'autorité de régulation. Parce que la régulation, effectivement, pourquoi? Parce que dans régule, il y a la règle. Ce sont eux qui rappellent la déontologie. Est-ce que cette ambiguïté qui a déjà été pointée par le président au niveau des textes ne suffirait-elle pas pour un avocat comme vous de défendre le journaliste qui se plaint justement qu'on lui demande de se présenter devant un tribunal correctionnel, un tribunal de police ou même une cour d'assises? En l'état actuel des choses, il serait difficile de plaider ainsi. Parce qu'il y a le code pénal qui a effectivement des dispositions répressives. Et nous avons un principe en droit pénal, les lois pénales sont d'interprétation stricte. Et il y a de l'autre côté le code de la communication. Alors il y a donc une lutte frontale de texte et il faut en sortir. Il faut peut-être renforcer justement le code de la communication pour que le principe qui voudrait que la loi spéciale déroge à la loi générale s'applique. Exactement, mais il faut aussi que au niveau du code pénal, il y ait un travail de reflux qui se fasse. Donc il faut absolument amener les deux textes à s'entendre, si vous voulez. Je voudrais ajouter... Il faut aussi que... vous voulez? Oui, allez-y, maître. Non, je voudrais ajouter que l'infraction de presse, effectivement, subit un harcèlement sur le plan procédural. Parce qu'il y a le droit de réponse qui peut permettre d'aplanir certaines divergences et de ramener la sérénité. Oui. Mais en l'état, la loi ne dit même pas que la victime qui a exercé son droit de réponse ne peut plus porter plainte et ne peut plus saisir la HAC et les juridictions. La loi ne le dit même pas.
Ça, c'est une piste. Il faut Le droit de rectification. le droit de rectification. Et puis, il y a on pourrait établir effectivement aussi le préalable de la saisine de la HAC. Oui. Mais le droit en de matière, réponse, voilà, Le droit de- et du droit de réponse. le Ça droit de peut réponse permettre, mais c'est la loi qui doit le dire. est un fait. principe Il me semble déontologique. qu'à l'époque, la charte des droits et libertés le disait, le spécifiait. La charte d'éthique le dit clairement. Ce Le sont des droit de contributions, réponse oui, est une professeur Anaké disposition Longwa, oui. éthique. Oui, je voulais revenir sur les enjeux. Il me semble que vous tirez à Boléro sur la loi. Quelle est la contrepartie chez les journalistes? Avant la dépénalisation, comment travaillaient-ils? Après la dépénalisation, comment doivent-ils travailler? Maître l'a évoqué tout à l'heure, s'armer de professionnalisme. Vous m'avez interrompu tout à l'heure. Oui, parce La que liberté ça fait de la partie presse, de la suite. oui. C'est dans La la suite liberté de la notre- presse, elle a des limites, Oui. comme toute liberté. Il suffit de lire la loi portant code de la communication. Je comprends, Dans certains professeur. articles, Désolé, il vraiment. l'interdit. Donc, Je la comprends que vous déontologie, vouliez, la déontologie est claire aussi. Oui. La quête de la vérité, la confrontation des sources d'information, le respect de la dignité de la personne humaine. Pardonnez-moi, Le- professeur. Voilà, tout ça mais là. c'est un axe qu'on va aborder juste Oui, après. donc s'il vous plaît. je voulais dire que donc, la déontologie parle du droit de réponse. Oui. C'est aussi aux journalistes eux-mêmes de dire au public que, avant d'aller au tribunal, vous avez le droit d'apporter une rectification Tout à fait. en matière de presse écrite. On dit que le droit de répondre il doit avoir le même emplacement. En radio, télé, on doit respecter le genre à travers lequel ainsi de suite. Donc, c'est clairement dit donc, le journaliste aussi lui-même a certaines dispositions à travers la déontologie et l'éthique, à condition de les connaître, Oui. de se les approprier. C'est pour Ce ça que n'est je vous pas propose toujours le justement cas ici. d'aborder ces Voilà. questions de droits et devoirs du journaliste un peu après, s'il vous plaît, professeur. Je comprends très bien que vous ayez envie tout de suite d'en découdre, Non, parce que vous d'incriminer avez aussi le l'enjeu. journaliste. L'enjeu. Oui. La loi est insuffisante. Malgré cette insuffisance, qu'est-ce qu'on fait? Oui. On ne va pas réinventer là-haut. Dans les pays mais ça, c'est où à vous, les sont journalistes, justement, respectés- de le c'est- faire. Dans Faut les pas pays laisser où le les vide. journalistes respectent la liberté de la presse, la réglementation en vigueur, la déontologie et l'éthique, il y a moins de poursuites judiciaires contre eux. A contrario, lorsqu'ils considèrent la liberté de la presse au nom de laquelle ils travaillent comme une licence, lorsqu'ils ne s'approprient pas la déontologie et l'éthique, il y a des plaintes. Oui. Donc, moi, je voudrais vous demander quelle est la contrepartie pour les journalistes. On va y arriver. Voilà. Alors, il y a une Malgré piste. les insuffisances de la loi. Oui, oui. Mais il y a déjà quelque chose de positif. On a dépénalisé. Il y a des manquements. Et ce qui se passe ici, c'est ce qui se passe au Cameroun, dans notre pays. Qu'est-ce que les journalistes, quelle est la contrepartie chez nous? J'aimerais que vous mettiez aussi l'accent là-dessus. Ne vous inquiétez pas, Voilà. c'est prévu. Oui, Ouais, président. je voulais dire Lombe. quelque chose sur la protection des sources, qui est très importante pour le journaliste. Je voudrais dire que les juges qui demandent aux journalistes de révéler leurs sources commettent une erreur. Ils ne sont pas bien formés en matière de droit de la presse. Parce que on ne demande pas aux journalistes de révéler ses sources dans le cadre du procès. C'est pour cela que les avocats doivent jouer un rôle très important dans la mise en œuvre des procédures. Je prends l'exemple du procès en diffamation. Il est précédé d'une instance qu'on appelle l'instance aux fins de la vérité diffamatoire. Cette instance n'est pas à l'audience publique. Mais quand je regarde comment les choses se passent en pratique, malheureusement, on n'observe pas cette étape. Ce que dit l'article, je crois, 285 du Code pénal, c'est que lorsque la vérité du fait diffamatoire est rapportée, dans le cadre de cette instance qui précède l'audience publique, le journaliste ou le prévenu est renvoyé des fins de la poursuite. En pratique, comment ça doit se faire? Le juge, le tribunal doit organiser une audience en chambre de conseil
où n'assistent que le journaliste et le juge et ses avocats. Même pas la victime. D'accord. Et c'est là où le bas blesse au Gabon. Non, la victime ne doit même pas être au cours de cette audience parce que le juge est assermenté. Donc, il a le secret de l'information, le secret des procédures de l'institution. Donc, il va demander au journaliste, quand vous avez écrit ça, qu'est-ce qui s'est passé? Il va lui montrer les sources. Voilà. Et à partir de là, le juge peut venir arrêter le procès. Parce que la vérité du fait diffamatoire est rapportée. Or, souvent, ce n'est pas ce qui se passe. C'est pas ce qui se passe ni au Gabon, parce ni que dans les autres pays d'Afrique noire francophone. le procès se joue sur quel élément? Pour que le juge départage des versions contradictoires. Ça se joue sur la preuve. Oui. Et en matière de contentieux de presse, pour protéger les sources du journaliste, on a établi ce qu'on appelle l'instance aux fins de la vérité du fait diffamatoire. Et c'était clairement prévu dans la loi de 1960, qui était une reprise de la loi de 1881. Mais curieusement, les lois postérieures n'ont pas formellement repris cette instance. Donc, il faut se battre pour... Monsieur le Président, vous me poussez à vous poser une question plutôt qui allait être à la fin. Est-ce qu'on a mal écrit le code de la communication qui n'avait pas prévu d'intégrer tous ces éléments qui auraient bien pu protéger le journaliste finalement? Il y a d'autres éléments positifs que les pays africains n'ont pas voulu considérer. Ils ont pris dans la loi française de 1881 ce qui les arrangeait. Hein, comme disait le président, mais malheureusement, ce n'est pas ce qui se passe. Lors des procès intentés contre les journalistes au Gabon et dans de nombreux pays d'Afrique noire, le journaliste est sommé, fait diffamatoire, quitte à révéler telle source. Jonas Moulinda, il a écrit un article, je ne sais plus quelle année, pendant que le défunt Yangari était directeur de rédaction à l'Union. On avait remplacé Guy Banda à la tête du conseil gabonais des chargeurs réunis. Je crois que le monsieur, il a diligenté un audit qui a révélé des malversations de milliards de francs CFA. Jonas a fait un papier. On a retrouvé le successeur papier, c'est de un article. Un article, pardon, voilà. un papier, oui. Papier Ça, ou c'est dans le article. jargon. Les deux termes, c'est dire en jargon. Jonas a fait un article pour dire qu'on a retrouvé le successeur de Guillaume poignardé à bord de sa voiture à Libreville. Une semaine après la publication de l'audit. Jonas Moulinda a chuté son article, l'assassin n'est pas loin. M. Guy Banda s'est senti diffamé. Il a porté plainte au tribunal. M. Yangari s'est présenté au tribunal. Je l'ai accompagné. Les magistrats lui ont dit que ce n'est pas vous qu'on a convoqué. Yangari leur a dit qu'en matière de presse, le journaliste, l'article ne lui appartient plus. Il appartient à son journal. Oui. En tant que directeur de publication, j'assume la responsabilité civile et pénale. Juste, dites si ça continue toujours à être le fait que ce soit le patron de la société. Oui, les magistrats lui ont dit que non. C'est toujours le cas. On n'est pas en France ici. On ne lui n'est pas en France. Oui. Allez dire ça en France. Oui. On est au Gabon. On ne connaît pas ces dispositions-là. Bon, finalement, il y a eu un arrêt. Donc, pour dire, Monsieur le Président, que cette loi française, quand vous il y a des très bonnes choses parce que la France elle-même l'a toilettée à plusieurs reprises. Le législateur africain n'a appris là-dedans que ce qui l'arrangeait pour mieux avoir la presse sous son emprise. Donc, c'est ça. Donc, c'est pas ce qui se passe. Et surtout en matière de diffamation. Et effectivement, comme il dit, chez nous, chez les journalistes, c'est un principe. Or, le magistrat tient à la matérialité des faits. Oui. Vous avez écrit ça. Qui vous a donné les sources? Quelles sont-elles? Comment vous les avez eues? Comment vous les avez exploitées? Le magistrat tient à la matérialité. Or, cela touche la déontologie, l'éthique qui protège les sources d'information. Donc, c'est quoi je disais que cette procédure-là, il faut la toiletter. On espère, mais entre-temps, les journalistes eux-mêmes aussi doivent faire balayer dans leur propre camp. Voilà. Est-ce que lorsqu'on
produisait. On réfléchissait sinon autour du Code de la communication de 2016 et même après l'ordonnance qu'il a complétée en 2018. Est-ce qu'on n'avait pas suffisamment été coaché? Voilà, j'emprunte cet anglicisme. Je ne sais pas, je n'en sais rien. Peut-être, moi, j'émettrais un vœu. Je souhaiterais qu'au Gabon, que le législateur comprenne que la communication, entendue comme un ensemble de métiers, ne se réduit pas au journalisme. Et un journaliste, pas qui il veut. J'aimerais qu'on associe les spécialistes de ce domaine-là. Il me semble qu'on ne peut pas adopter une politique minière sans se fier à ce que disent les ingénieurs des mines. Oui. On ne peut pas adopter telle ou telle chose dans le domaine de l'urbanisme sans se fier à ce que disent les ingénieurs urbanistes. Il serait souhaitable, à mon avis, qu'on associe ceux qui ont étudié ces questions-là. Cette loi française, il y a de très bonnes choses. Donc, monsieur Apollinaire en parle, mais tous les États africains, y compris le Nord, nous avons pris ce qui nous arrange. On a enlevé ce qui nous arrange. Parce que la France elle-même l'a suffisamment toiletté au point qu'aujourd'hui, il est difficile d'apprendre en France qu'un journaliste a été fait l'objet d'une poursuite. Peut-être parce qu'ils sont suffisamment aussi bien formés, ils tiennent à être, et ils font preuve de rigueur. Oui, voilà. Justement, on va aborder ça. Mais pour refermer ce volet, cette deuxième partie, pour aborder la troisième et dernière, Maître Bertrand Mamoussavou, je rappelais en introduction, le fait en date, c'est la convocation par les services de la DGR, de Harold Lekal, au directeur de publication du Player, Gabon Media Time. Imaginons qu'il ne se présentait pas à la DGR. Qu'est-ce qui devait lui arriver? Difficile de répondre à votre question, je ne suis pas magistrat. C'est les choses que vous vivez au quotidien avec les je ne sais pas convoquer des gens. Défenseurs des droits de journalistes aussi. Il est évident que cela gêne énormément d'avoir à recevoir une convocation d'un procureur de la République dans ces cas-là. Je rappelle qu'il s'est présenté avec ses avocats. Très bien. Oui. Mais il faut quand même reconnaître que le journaliste doit effectivement vérifier ses informations, vérifier son information. Et donc, nous étions tout à l'heure sur les textes. Il y a un gros travail de texte qu'il va falloir faire. Et moi, j'en appelle, on n'est peut-être pas encore à la fin, mais moi, j'en appelle à un colloque. Un colloque où et les journalistes et les juristes. C'est bien, je note ça, un colloque. Seraient effectivement dans le cadre d'un conclave pour essayer de réfléchir sur ces questions-là et faire évoluer les textes. Donc, faire en sorte qu'il y ait entre les différents textes une espèce d'osmose. Voilà. Président, lorsque je pose la question à Maître Mamoussavou, c'est parce que je veux entendre, peut-être de vous les juristes, l'inquiétude qui plane sur le journaliste lorsqu'il entend convocation à la DGR. Vous imaginez le spectre de la peur qui habite le journaliste lorsqu'on entend ça. Et pas que le journaliste, tout autre citoyen justiciable. Ouais. Bon, la justice est un service public. Vous le savez, lorsque le service public est saisi, il a l'obligation de suite. Un plaignant va saisir un commissaire de police, une brigade de gendarmerie et dépose sa plainte. Quelle est la suite que cette brigade doit donner à cette démarche? Ben, par respect du principe du contradictoire et du principe de la présomption d'innocence, il faut que l'agent commence par appeler la personne mise en cause. Oui. C'est ce qu'on appelle la convocation. En principe, ça ne doit pas poser de problème. Je crois que le président de l'OPAM l'a dit tout à l'heure, la vraie question, c'est de savoir est-ce que on peut garder à vue un journaliste alors que sur le fond, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas susceptibles de donner lieu à un emprisonnement. Avant de donner la parole à Maître Omar Moussavou, c'est vous demander, pour sortir de cet échange, qu'est-ce qu'il faut considérer au sortir justement de cette table ronde par rapport à la relation entre, vous l'avez dit tout à l'heure, le journaliste et le juriste, mais aussi surtout au niveau de l'état des lieux, du code de la communication, que faut-il faire? Vous avez préconisé beaucoup de choses, on l'a noté, mais pour sortir de ce plateau, voilà. Bien. Normalement, le journaliste ne doit pas se poser la question de savoir
qu'est-ce qu'il adviendrait si je commets une faute? Parce que la question est réglée par ce que nous on appelle le principe de sécurité juridique. Qui est de facto. Il est assis sur un certain nombre de piliers. La loi doit être claire pour qu'elle ne donne pas lieu à des interprétations divergentes. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a un hiatus entre le code de la communication et le code pénal. Il faut que le législateur règle ça. Est-ce que vous imaginez que le législateur gabonais a pu dire que le journaliste gabonais peut commettre n'importe quelle infraction, c'est-à-dire même appeler à l'insurrection, au soulèvement populaire, et il ne peut pas être poursuivi et aller en prison? Est-ce que vous croyez que c'est le sens de la disposition de l'article 194 du Code de la communication? J'en doute. Le législateur doit être très clair sur cette question. Donc, il faut que la loi soit claire. Parce qu'on ne peut pas nous faire comprendre qu'au Gabon, le Gabonais qui est ingénieur, le Gabonais qui est médecin, menuisier, il peut commettre la diffamation à cocotier. Il ne fera pas la prison. Il peut faire la prison. Oui. Mais quand c'est le journaliste qui commet la même la même infraction, il ne peut pas faire la prison, alors que les conséquences de sa diffamation, du fait de la tribune, du canal utilisé, sont beaucoup plus dévastatrices. Alors, donc, deuxième chose, la loi doit être stable. Je vous ai dit qu'en 2016, on a écrit le Code de la communication, on l'a révisé en 2018, et puis en 2020, il y a eu le Code pénal qui a été révisé. Le législateur n'a pas dit, sous réserve de ce qui est dit dans le Code de la communication. En 2021, le Code pénal a encore été révisé. On n'a pas dit, sous réserve de ce qui est dit dans le Code de la communication. Donc, ça veut dire que le législateur gabonais est constant dans le maintien des infractions de droit commun contre le journaliste. Donc, je ne vais pas citer tous les piliers. Ce que je voudrais dire, c'est que la liberté, c'est le droit de faire ce que les lois permettent et de ne pas faire ce que les lois interdisent. Parce que si vous faites ce que les lois interdisent, sachez une chose, c'est que tout le monde pourrait faire la même chose. Donc, la liberté des uns s'arrête là où celle des autres commence. Merci, Monsieur le Président. Maître Omar Moussavou, oui, vous avez le fil. Je voulais surtout, dans ce prolongement, dire que ce vieux slogan « tous journalistes » est un slogan suranné aujourd'hui. Et je crois que c'est Honoré de Balzac qui disait que la soudaineté et le talent ne suffisent plus. C'est une phrase prémonitoire. Et aujourd'hui, il est grand temps de se former, de renforcer ses compétences et de vertébrer son profil. C'est important. Dans toutes les professions, l'exigence est une exigence de formation aujourd'hui. Alors, je suggère que dans le Code de la communication, il y ait un volet formation et qu'il y ait éventuellement un volume horaire qui soit respecté pour la formation des journalistes. Celui qui ne respecterait pas ce volume horaire, eh bien, il serait sanctionné, tout simplement. Très bien. Et surtout que c'est dans ce cadre que vous appelez à un colloque pour Absolument, un colloque. Mieux planifier justement l'environnement. Et tout le monde sera au même niveau d'information. Parce que le fait que la loi soit ambiguë appelle malheureusement plusieurs interprétations. C'est cela le problème. Merci, Maître. Jean-Yves Toutoum, est-ce qu'au terme de ce colloque que préconise l'avocat sur ce plateau, on aura des journalistes qui ne le seront plus, qui vont devoir vider les salles de rédaction? Mais je ne sais pas, peut-être, mais je voudrais ajouter à ce que venait de dire le magistrat et l'avocat que je souhaite dans le futur code, le code réformé, qu'on insiste sur, qu'on encadre l'instance d'autorégulation, parce que on ne peut pas commencer par la régulation sans d'abord commencer en amont par l'autorégulation. Il faut que les journalistes eux-mêmes s'autorégulent. Ça peut beaucoup aider la profession. Merci Jean-Yves Toutoum. On termine par vous. Oui, outre l'autorégulation qui doit être une exigence professionnelle. Oui. Il faut, comme je disais tout à l'heure, la formation verticale et horizontale. Il serait souhaitable de réviser les dispositions
réglementaire législative relative à la définition du journalisme et aux conditions d'accès à ce métier-là. Il serait aussi souhaitable de réorganiser la commission d'attribution de la carte de presse. À mon avis, on doit être là, vous très vous adressez à rigoureux. qui concrètement? Qui Ça, doit c'est là réguler qui ça? s'en occupe. Oui. Je ne sais pas comment elle La question de fonctionne. la formation aussi, cela. Non, je ne sais pas comment ça se passe, mais selon Non, certains mais soyez précis. conseillers membres Est-ce de que la c'est le HAC, gouvernement? Est-ce que c'est là du côté de la communication? c'est la compétence de l'art. Il serait souhaitable en dire certains conseillers membres que ça se passe un peu avec beaucoup de dilettantisme. On doit être rigoureux parce que la carte de presse, c'est important. Ensuite, comme disait Maître, il serait souhaitable dans les écoles de formation et les écoles de magistrature qui effectivement des séminaires sur les rapports entre la justice et le journalisme. Dans les écoles de journalisme, ça existe. Moi, j'étais le premier cours, c'était dispensé par des juristes et des magistrats pour vous dire exactement que la liberté de la presse n'est pas une licence. Enfin, je dis à Jean-Yves, l'autorégulation, c'est une exigence professionnelle. Ouais. C'est à chaque organe de rédaction de le faire. Rien ne doit être rendu public sans s'en assurer si ce produit-là est respectueux de la réglementation en vigueur, de la déontologie, de l'éthique, du bon sens, de la décence, des valeurs essentielles auxquelles est attachée la société gabonaise. On ne va pas réinventer la roue. Merci. Ah, Maître Mamoussavou, on est arrivé au terme vraiment. Pour couronner tout ça, je voudrais sortir une phrase que j'aime à répéter de Bernanos, qui dit que ce n'est pas la règle qui nous garde, c'est nous qui gardons la règle. Merci, mais Voilà. c'est vous qui refermez ce... Je vais refermer en disant, il faut sortir le journalisme au Gabon de l'amateurisme. Il faut sortir le journalisme au Gabon de ce que j'aime te dire, l'amateurisme, l'improvisation et l'empirisme. Merci, professeur. C'est vous qui donc refermez à clé les portes de ce plateau spécial, ce débat aussi en quelque sorte, cette table ronde. Merci Jean-Cyril, j'ai été heureux de présenter cette émission spéciale avec vous. J'espère qu'on se retrouvera pour d'autres occasions, peut-être toujours organisée par la Haute Autorité de la Communication qui a tenu à ce que, au regard de l'actualité, ces échanges aient lieu ici à Gabon Première. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres. On vous retrouvera prochainement pour d'autres occasions, je le souhaite. Portez-vous bien et bonne suite des programmes.